Bel RTL, 19h-20h, on refait le monde. Patrick Weber. Bonsoir, très heureux de refaire le monde avec vous, comme tous les soirs sur Bel RTL entre 19h et 20h. Une heure de débat, une heure de polémique, une heure de coup de gueule, et tout ça, je vous le promets, sans la moindre langue de bois. Au sommaire, une question qui fâche: les jeux vidéo mettent-ils les enfants en danger? Vous allez le voir, les gamers, si bien ils ont réagi, de façon d'ailleurs assez tranchée pendant toute la journée. Et puis, 3 autres temps forts de l'actu. Paul Magnette déclare-t-il la guerre au smartphone? Éric Zemmour a-t-il franchi la ligne jaune? Et puis, à quand une église au féminin? Je vous présente nos polémistes. Alors, pour le moment, ils sont 2. J'espère qu'ils seront bientôt 3. Mais je vous dis qu'il y a de gros problèmes de circulation aujourd'hui. Yann Anthony Noguès, correspondant BFM en Belgique. Bonsoir Yann Anthony. Bonsoir Patrick. On va essayer de faire du bruit pour 3. En même temps, je suis rassuré, vous êtes un bavard, donc c'est parfait. J'ai un deuxième bavard en face. Marc Maître de Penningen, journaliste. Bonsoir Marc. Je ne bégayerai pas pour faire le monde. Ouh, joli. Et puis on devrait avoir Éric Birin, donc va-t-il surgir? Nous le verrons. Et puis c'est pas grave, hein, si on n'est que 3 ce soir, eh bien vous allez nous aider, vous allez réagir notamment à la question qui fâche. Je le répète, on va parler des jeux vidéo. Pauline attend vos appels au 0800 23 530 ainsi que vos SMS au 33 23 pour tous les sujets qui ont fait l'actu aujourd'hui. On refait le monde sur Bel RTL. La question qui fâche. Les jeux vidéo mettent-ils les ados en danger? À l'approche de Noël, des voix et des études s'élèvent pour mettre en garde les parents. Les jeux vidéo auraient un effet addictif qui les assimilerait à de la consommation de drogue, à rien de moins. Steve Jobs en personne limitait le temps passé par ses enfants devant des écrans. Alors, la faute à qui? Aux jeux ou aux parents? Nous avons posé la question. Pour ou contre, faut-il limiter aux ados la consommation de jeux vidéo? Alors, beaucoup de réactions sur ce sujet, ça vous a inspiré, je le répète, à quelques jours de Noël, c'est normal. Je pense qu'il y a pas mal de parents qui se posent la question. Je vous en cite quelques-unes. Rachel Hibert, donc, qui nous dit: limiter la consommation pour les jeunes, pourquoi pas, mais il faudrait donner des cours à certains parents sur les jeux vidéo, ça serait tout aussi juste. Patrick Tverbous qui nous dit: il faut mettre une limite à ces jeux débiles qui rendent accros et paresseux. Elisabeth Dehaut qui dit: je joue aux jeux vidéo depuis 20 ans, je ne suis pas une tordue pour autant. On est content pour elle. Par contre, pour les ados, il faut que les parents soient attentifs et que des limites soient posées pour qu'ils ne passent pas 6 heures devant leur console. Et puis Stéphanie Bellart qui nous dit: moi j'ai joué aux jeux vidéo quand j'étais ado et plus jeune encore. Je ne suis pas devenue une délinquante pour autant. On est aussi content pour elle. Donc pas mal de Yann Anthony, pas mal de témoignages qui vont dans ce sens en disant: voilà, on peut consommer des jeux vidéo sans déraper complètement. Ce qui m'a donné l'idée du sujet quand même, c'est que il y a des études très sérieuses qui tendent à prouver que, c'est des chiffres français, mais on en serait plus ou moins, ça veut dire en Belgique, on est quand même pas tellement différents. Du coup, il y a un doute. Non, justement, je veux dire, je crois qu'on est plus ou moins pareil en Belgique. Je salue entre-temps Éric Birin qui nous rejoint, ex-porte-parole. Les embouteillages. Tout va bien, mais je vous excuse parce que j'ai failli en être victime ce soir. Yann Anthony Noguès, on a des chiffres de 1 sur 8. Je sais que vous aimez beaucoup les chiffres, donc plus ou moins un ado sur 8 qui serait vraiment accro. Est-ce qu'on peut assimiler les jeux vidéo à de la drogue ou alors on pousse un peu le bouchon? Le plus souvent, en plus, ce sont des garçons. Est-ce que c'est une drogue? Oui, je pense que c'est addictif. Vous jouez aux jeux vidéo ou pas, Patrick? Eh bien, figurez-vous que j'ai joué. Alors, ne souriez pas. Non, j'ai joué et pas seulement au Tetris et aux petites raquettes. Donc, mais en fait, ça m'a rapidement ennuyé. Mais bon, peut-être que je suis trop vieux. Moi, je suis tombé un jour dans un jeu de foot. Je suis tombé dans un jeu de foot, j'ai pas arrêté. Ah oui. C'est difficile. Oui, c'est addictif. D'accord. Oui, je pense que c'est addictif. Attendez, parce que là, je sens que vous voulez témoigner. Donc non, vous avez quelque chose en à parler. nous dire. Patrick, Marc, Eric, si vous voulez qu'on se fasse. Est-ce que vous en êtes sortis? Je pense que ça peut être addictif. Je pense que quand on a beaucoup de temps devant soi, heureusement aujourd'hui j'ai pas mal d'occupations, donc j'ai pas le temps de jouer aux jeux vidéo, mais je pense que pour des jeunes qui ont du temps, par exemple les joueurs de foot, c'est une horreur quand ils s'entraînent 2 heures par jour et le reste du temps ils jouent pendant 10 heures. Certains joueurs de foot professionnels, etc. Oui, c'est addictif. Ou ça touche les garçons. Moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est la nature des jeux. Est-ce que vous connaissez par exemple le jeu Grand Theft Auto, qui est assez connu? C'est un jeu qui consiste à faucher et à tuer un max de piétons.
Ouais. C'est le jeu auquel jouait tout le temps Kim de Galder, par exemple. Vous vous souvenez, il y a 5 ans, ce jeune à Terre-Monde qui avait assassiné des enfants dans une crèche. Alors, je suis pas en train de dire que ça mène automatiquement à de la violence, mais certaines études, effectivement, disent qu'il y a beaucoup de jeunes qui, du coup, confondent la réalité et le virtuel. Et ces jeux, je comprends pas pourquoi ils sont aussi violents. Et globalement, les jeunes, surtout, jouent à des jeux d'adultes. Les collégiens jouent à des jeux qui sont théoriquement interdits aux moins de 18 ans. Il y a Marc Meddepenningen qui est un grand gamer qui veut réagir. Ah oui, non, on parlait justement de Kim de Gelder. Certes, il jouait à ce jeu. Il y joue d'ailleurs encore en prison. Il y a d'autres jeux du même genre. Mais il regardait aussi, il était un fan de Batman. On a dit qu'il était le fameux Joker à raison de son déguisement. Et il y a peut-être d'autres choses dans sa vie festive et de loisirs qu'on aurait pu lui affecter. Je veux dire, ce débat sur les jeux vidéo, leur influence, c'est celui qu'on a connu avec les films violents, les films américains, les films de séries télé, comme on l'a connu dans un passé plus lointain également, avec l'arrivée de certains jeux demi-mécaniques lorsque ça n'arrivait pas, avec l'apparition de la télévision qui était mauvaise évidemment pour les bonnes mœurs, parce qu'on exposait la jeunesse dorée en particulier à cette ouverture sur le monde qui pouvait leur donner des mauvaises idées. Donc tout ce qui est nouveau par nature est redouté, et le débat sur l'addiction provoquée par les jeux vidéo est surtout, me semble-t-il, un débat qui est provoqué, qui est suscité par les addictologues, qui trouvent leur raison d'exister, évidemment, dans cette crainte qu'ils diffusent eux-mêmes. Oui, Marc, je voudrais pointer d'ailleurs un fait. Il y a Didi Gretriver qui nous a envoyé un message. Alors, ce qui est étonnant, c'est que parfois, certains sujets suscitent des réactions énervées, tranchées, mais très courtes. Alors là, je peux vous dire, sur le sujet des jeux, on a reçu d'abord beaucoup de réactions, et là, des réactions très très longues. Et alors, je salue, je ne sais pas si il ou elle nous écoute, parce que ça ressemble un peu à un pseudo, 4 pages denses, serrées, pour réagir. Et justement, c'est un témoignage qui nous dit la question de la violence se pose pour les jeux vidéo comme elle s'est posée dans le passé pour les autres médias, donc télévision, manga. C'est vrai que ça revient de façon assez récurrente. À l'inverse, certains psychologues observent des effets thérapeutiques, des défouloirs, une catharsis. Par exemple, les jeux vidéo peuvent avoir un effet apaisant sur les enfants hyperactifs ou minimiser les symptômes dépressifs en maison de retraite. Donc on peut même jouer en maison de retraite et se sentir mieux dans ses baskets. Éric Bierrin, l'idée du sujet m'est aussi venue, parce que voilà, je raconte un peu ma vie, mais j'ai eu un témoignage récemment d'une maman qui, et c'est pas drôle du tout, qui craque complètement parce que son fils est devenu complètement addict, en ce sens qu'il n'a plus aucune vie sociale. Donc il vit la nuit avec des gens qu'il n'a jamais rencontrés, tout ça de façon totalement virtuelle. Et donc maintenant il est sous traitement, parce que au même titre qu'une drogue, il faut vraiment essayer de se désintoxiquer. Est-ce que voilà, c'est peut-être la face émergée de l'iceberg, mais ça arrive. Oui, ça arrive. Je dirais de la même façon que certains ados peuvent aussi, alors certains estimeront que c'est préférable, mais ça peut provoquer autant d'isolement, peuvent s'isoler dans la lecture ou peuvent s'isoler dans une série de choses. Ici, évidemment, il y a le processus un peu interactif qui donne aux jeux vidéo une dimension particulière. Et qui donne peut-être l'illusion d'une vie sociale, même si on rencontre pas ces gens, on est... Oui, non, Marc n'est pas d'accord. C'est-à-dire que moi, je trouve quand même intéressant ce qui a été pointé pour commencer, à savoir que il y a quand même une dimension particulière dans les jeux vidéo à forte consonance violente, je dirais, où c'est le moteur de la dynamique du jeu. Bon. Parce que ce qui moi m'interpelle beaucoup, et là on n'est pas dans des supputations, on est dans la réalité, c'est que l'industrie de l'armement américaine, par exemple aujourd'hui, qui malgré tout, malgré l'efficacité de son lobbying, commence à connaître quand même un certain nombre de résistances sur le terrain après tous les drames affreux qu'il y a pu y avoir aux États-Unis, et donc on remarque que maintenant ça devient un outil de marketing, le jeu vidéo, c'est-à-dire que l'industrie de l'armement, et là on parle d'une réalité, même si c'est dans des plastiques améliorés, ce n'est plus du tout du virtuel, on s'inspire du design des jeux vidéo et des armes qui sont montrées dans ces jeux vidéo et utilisées virtuellement par les ados pour en faire des vraies armes, qui sont, comme vous le savez, aux États-Unis en vente relativement libre ou très largement libre,
y compris quand on est jeune. Et il y a donc un marché qui se développe, qui lui n'est pas du tout virtuel. Et celui-là, il m'inquiète beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer de ce que... On va poser la question à un de nos auditeurs. D'abord, Marc, parce qu'ils attendent, ils sont bien patients. Il y a Andrew qui nous appelle de Date. Bonsoir, Andrew. Bonsoir. Alors, je le fais pas toujours, je donne quand même votre âge. Vous avez 27 ans, oui. Et vous êtes adepte depuis très très longtemps des jeux vidéo, apparemment. J'ai commencé à jouer à l'âge de 5 ans, oui. Et vous n'avez pas décroché? Bah non, pas spécialement, non. Et alors, est-ce que ça vous facilite la vie? Est-ce que ça vous complique la vie? Est-ce que vous avez l'impression d'être asocial, Andrew, si je puis me permettre? Non, pas du tout. Ça n'a aucun impact sur ma vie sociale. Est-ce que vous avez le sentiment que on peut déraper et tomber dans le piège, je dirais, de ce qui devient une addiction? Pas plus qu'une bouteille d'alcool, non. Ah, donc vous pourriez comparer les jeux vidéo à la bouteille d'alcool. Donc ça veut dire, si je vous entends bien, qu'il y a quand même une similitude. Ben, on peut devenir accro à n'importe quoi. Quel conseil vous donneriez, Andrew, aux parents qui se posent la question aujourd'hui, à quelques jours de Noël, en se disant, tiens, est-ce qu'on va, oui ou non, répondre aux attentes de nos enfants qui voudraient tel jeu, enfin le jeu dont parlait Yann Anthony tout à l'heure, un petit... Grand Theft Auto. Voilà, vous le connaissez celui-là, Andrew? Oui, je le connais, oui. Ouais, et qu'est-ce que vous en pensez? Le fait d'écraser les piétons, ça vous amuse, en tout cas de façon virtuelle, hein, on est bien d'accord. Déjà, je voudrais réagir là-dessus. Le but premier n'est pas d'écraser les piétons, mais de remplir des missions. Ah, donc, voilà Yann Anthony. D'accord, c'est moi qui ai détourné. On peut écraser, oui, des piétons, parce que ça fait partie... Ça, c'est pas bien. Essaye de... comment je vais dire? De faire une vie plus ou moins réelle, entre guillemets. Donc, bien sûr, si vous prenez votre voiture et que vous foncez sur un trottoir, vous allez écraser des piétons. Chose qu'ils ont voulu recopier dans le jeu. Mais le but premier n'est absolument pas de faire ça. Parce que on perd des points dans le jeu, etc. Donc ça montre donc bien c'est moral quand même. Ah bon, il y a quelque chose de moral. Voilà, heureusement que Andrew est là pour remettre un petit peu rétabli la vérité. L'église au milieu du village et les piétons sur le trottoir. Est-ce qu'il faut mettre, Andrew, est-ce que les parents doivent mettre une barrière ou pas? Moi, je pense que déjà, oui, il faudrait peut-être se renseigner sur à quel âge, le jeu est destiné, quelle tranche d'âge, et à ce moment-là, peut-être vérifier la maturité de l'enfant. Si maintenant l'enfant est, fort enfant, comme on peut dire, c'est peut-être pas conseillé de lui donner un jeu interdit aux moins de 18 ans. Si maintenant l'enfant est déjà fort mûr pour son âge, des choses ainsi, et que vous voyez par rapport à des séries télévisées, par rapport à des films où il est exposé tout le temps, qu'il arrive à faire la part des choses, maintenant je pense qu'il n'y a pas de danger réel à ce niveau-là. Maintenant, c'est sûr, s'il joue pendant 6, 7, 8 heures d'affilée tous les jours sans arrêt, à un âge qui n'est pas recommandé pour le jeu, c'est peut-être pas l'idéal, ça c'est sûr. Vous jouez en famille? Oui, ça m'est arrivé, oui, à des jeux tout à fait ludiques et amusants. Oui. On va poser la question aussi à Rachel. Restez avec nous, Andrew. Rachel nous appelle de Liège. Bonsoir, Rachel. Bonsoir. Alors, vous nous dites, il faut mettre une barrière, mais vous êtes vous-même une gameuse. Tout à fait, oui. Alors, quelle barrière, en fait? C'est ça, c'est un peu compliqué de cerner la barrière qu'il faut mettre en place. Dans le sens où un enfant, un adolescent, a une vie, a des études. Donc, effectivement, il rentre chez lui, pouvoir avoir une discussion avec sa famille, discuter sa journée, comme n'importe qui. C'est pas parce que c'est un enfant qui ne peut pas discuter sa journée. Et aussi, se détendre. Ouais. Ensuite, il y a les devoirs, ce qui est tout à fait normal pour n'importe qui. Et ensuite, pouvoir avoir son moment de détente. Ce moment, c'est de pouvoir jouer à un jeu vidéo dont il a envie. Et vous fustigez un petit peu les jeux vidéo violents, mais il faut savoir que le panel des jeux vidéo est énorme. Oui. Il y a un tas de jeux vidéo ludiques, quel que soit l'âge, et je reprends la personne juste avant. Andrew, oui. Il a eu raison en disant que il y a des jeux vidéo qu'on ne met pas dans toutes les mains. Oui, et pour ça, il faut les connaître. Donc maintenant, le fait d'avoir une génération, de jeunes parents, entre guillemets, qui sont eux-mêmes des gamers, ça facilite les choses pour la génération suivante, non? Non mais monsieur, quand vous regardez la télévision, vous avez un PEGI, vous avez une signalétique avant le film ou la série, tout à fait, oui, qui vous signale l'âge. Vous avez la même chose sur chaque jeu vidéo.
Le Peggy, c'est pas une décoration de la jaquette. Il faut pas avoir fait 6 ans de maths spéciales pour comprendre ces pictogrammes. Donc si j'ai bien compris. Marc Medepiningen voulait réagir. Oui, je voulais vous dire aussi, il faut faire attention aux dessins animés de Disney, par exemple, parce que le taux de mortalité chez les dessins animés Disney est bien supérieur à ce qu'on rencontre dans beaucoup de films violents. C'est une étude américaine qui a été faite là-dessus. Donc l'exposition de l'enfant à la mort de parents, par exemple, est quelque chose qui pourrait être mis en question. Pourquoi pas? Donc c'est toujours l'interprétation, le sens que l'on donne aux choses. Je crois que la vertu du jeu vidéo, c'est avant tout d'être éducatif, apprendre à la réactivité, les réflexes, enfin des choses comme ça. Il y a des tas d'avantages, et historiquement, la confrontation réelle a toujours été quelque chose qui a été privilégié même par les armées. Par exemple, les premières cibles animées et jeux vidéo maintenant développés par l'armée américaine, c'est au début, en 1860, la guerre avec le Mexique, les États-Unis, donc, qui constatait simplement que pour tuer un homme, eh bien, il fallait dépenser 500 cartouches, et c'est pour réduire ce nombre de cartouches pour les tuer qu'on a commencé à fabriquer des cibles qui ressemblaient de plus en plus à des personnes humaines, jusqu'au jeu vidéo, le fameux jeu américain mis en service par l'US Army. Rachel, à l'hôpital Bruckmann, il existe une unité spéciale de cyberaddiction, donc il existe bien des effets pervers, des effets néfastes. Je suis d'accord, monsieur. Oui, alors comment est-ce que c'est vraiment un problème d'éducation pour vous? Oui, c'est un souci d'éducation. Parce que moi, mon fils, maintenant, il a 21 ans. Ouais. C'est un gamer, mais il a toujours su faire la part des choses. J'ai lu dans les commentaires sur la page Facebook d'RTL, des gens qui ne savent même pas ce que signifie le mot Peggy, alors que ça a coûté quand même des millions à l'industrie des jeux vidéo pour mettre en place, parce que les parents demandaient... Une signalétique, Voilà, les parents l'ont demandé. C'est là, si les parents achètent un Call of Duty, un Battlefield, ou d'autres jeux du même style, sans lire, l'enfant, aux États-Unis, moi, mon fils m'a montré les jeux, m'a dit, maman, tu regardes et tu écoutes. Il a mis lui-même le Skype pour qu'on puisse entendre les conversations. Des enfants de 8 ans. Mais c'est bien, ça se fait en famille chez vous, en fait. Donc ça, c'est plutôt bien. On va devoir aller au bout du sujet, malheureusement, alors, Rachel. Juste une dernière chose. Voilà. Il y a de très beaux jeux. C'est les journées magnifiques, calmes, et ça détend. Voilà. Et vous avez demandé un jeu pour Noël, Rachel? Vous allez offrir des jeux pour Noël? Non. Ah non. Et du côté d'Andrew, vous êtes toujours là, Andrew? Vous avez aussi demandé à Papa Noël des jeux? Il y aura quelque chose sous le sapin? Non, je les ai déjà. Non plus. Ça va alors. Si vous avez tout ce qu'il faut, on vous souhaite quand même de...